Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode de Reset Your Mind. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un sujet concret de leadership. Comment gérer, travailler, collaborer avec des équipes à distance, éclatées aux quatre coins de la France, aux quatre coins du monde, ou tout simplement régulièrement en télétravail. Ça peut être un vrai casse-tête, alors je vous livre dans cet épisode mes 10 meilleurs conseils et mes 10 meilleurs retours d'expérience pour améliorer la collaboration au-delà des kilomètres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment allez-vous ? Comment vivez-vous cet automne 2024 assez pluvieux ? Pour ma part, cette semaine et ces dernières semaines sont assez chargées. Je suis en train de finaliser le site web sur lequel vous allez pouvoir retrouver encore plus d'informations sur l'accompagnement de Reset Your Mind et aussi de préparer une énorme surprise, un énorme challenge pour moi qui arrive à cette fin de semaine. Mais je vous en dis pas plus pour le moment, vous découvrirez ça assez rapidement. On sait à quel point il est parfois difficile de faire collaborer des équipes entre elles. À quel point il est difficile de garder un alignement, la motivation. En tant que leader, on a ce rôle inspirationnel à incarner, d'alignement à assurer et la motivation aussi à conserver sur le pourquoi, sur l'objectif commun. Mais à l'heure où le télétravail est très chahuté, il est des structures qui par essence sont éclatées, sur plusieurs sites ou sur plusieurs pays. Et là vient se combiner une double difficulté de distance physique et de distance culturelle. Comment, en tant que leader, créer des relations, du lien entre ces personnes qui doivent collaborer ensemble, malgré la distance ou ces différences culturelles, justement. Car oui, ne vous leurrez pas, nous n'avons pas tous la même définition du travail, de ce que veut dire être investi, productif ou productive, ni même la même définition de l'équilibre personnel ou professionnel. Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé mes échanges avec les Américains, qui sont très directs et assez cash, ce qui heurte souvent notre sensibilité de bonne éducation française. Mais ce que je trouve toujours assez drôle, c'est la vision que certains peuvent avoir de l'Europe. Pour beaucoup d'Américains ou d'Américaines, ce n'est qu'un seul et même pays, alors que nous sommes une constellation d'habitudes, de pays, d'histoires et de relations au travail très différentes les unes des autres. Alors à votre avis, pourquoi faisons-nous aujourd'hui marche arrière sur le télétravail à peu près partout à travers le monde? Même Google et Facebook, qui ont pourtant poussé énormément le télétravail, ont rappelé leurs collaborateurs sur site. La principale raison pour moi est que l'on a tout simplement cru que l'on pouvait appliquer les mêmes recettes de management, de leadership historiques, basées sur des codes induits et liés au présentiel, en faisant un espèce de copier-coller sur du distanciel, en gommant toutes les écarts que cela pouvait générer au quotidien dans les relations. Et ce, du jour au lendemain, ou presque. Autrement dit, on a clairement sous-estimé l'importance de la pause café sur la communication et la productivité des équipes. Et là, nous nous sommes tous retrouvés avec une perte de visibilité, d'échange d'informations, du bon niveau d'information, d'innovation et de performance. Nous sommes des animaux sociaux. Notre pensée se construit dans l'échange, dans la discussion, dans le débat. Et ce, quelle que soit la culture. Vous connaissez certainement ce fameux adage à plusieurs cerveaux, nous sommes plus intelligents. Lorsqu'on a basculé dans le 100% télétravail ou full remote, pour les industries qui le permettaient en 2020, c'était pour la plupart d'entre nous contraint et forcé, avec la situation de confinement et les lockdowns liés au Covid. Mais ce que l'on n'a pas anticipé à l'époque, et qu'on avait certes d'autres chats à fouetter, c'est que l'on ne peut pas fonctionner sans se voir, sans échanger, sans ces pauses et ces fameux passages à la machine à café, de la même manière qu'on le fait au quotidien. Nous avons besoin de voir dans le langage non verbal, dans les yeux de notre interlocuteur, dans son sourire, dans ses expressions physiques ou au niveau du visage, que le message est bien reçu, est bien interprété. Et tous ces signaux non-verbaux, signaux faibles, viennent nous rassurer quant à la compréhension du message. Et lorsque le travail à distance est le mode de fonctionnement nominal, parce que vous êtes répartis sur plusieurs pays, c'est tout aussi vrai.
Ces échanges informels, c'est le fait de capter ces informations dans la réaction de l'autre est primordial pour que cela fonctionne au mieux. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, de refaire un point sur le sujet et vous livrer mes meilleurs retours d'expérience, mes meilleurs conseils sur ce qui a fonctionné, ce que j'ai pu observer aussi dans d'autres entreprises. Ainsi, vous allez trouver dans cet épisode une boîte à outils si vous êtes vous-même dans cette situation. Et si vous ne l'êtes pas, vous pourrez quand même trouver des idées qui pourront vous aider au quotidien à créer du lien dans vos équipes. Les 4 dernières années de télétravail plus intensif ont mis en exergue tous les travers du management actuel. Le management historique qui reposait encore bien trop sur la détention de l'information, celui qui a la dernière info la plus à jour détient le pouvoir, la puissance du langage non verbal en réunion et hors de la salle de réunion, un sourire, un coup de main partagé. On a sous-estimé aussi le pouvoir de la machine à café, de toute cette discussion totalement informelle au détour d'un couloir qui pourtant permettent de faire avancer les sujets, d'échanger des idées et créer un mouvement, une dynamique de réflexion et donc l'innovation, de sortir du cadre, de penser out of the box et de parfois réussir comme ça à aligner les pensées et à trouver la solution qui nous échappait jusqu'à présent. Et quand bien même, soyons-nous au travail pour travailler et remplir une mission, nous sommes aussi là pour nourrir notre besoin d'appartenance à un groupe, à une mission plus grande que nous. Ce qui se passe lorsqu'on ne prend pas en compte ces paramètres, c'est que l'on va venir renforcer des travers inhérents à toute organisation actuelle, je dirais. Car certaines commencent clairement à sortir du lot, mais pour d'autres, c'est totalement, ne serait-ce qu'impensable. Alors, ces fameux travers vont être de renforcer le fossé entre la mission de votre entreprise et le travail produit par vos équipes. Et si les équipes ne sont pas alignées parce qu'elles ne savent pas où vraiment s'orienter, forcément, le résultat ne sera pas celui attendu. La communication aussi, où les dépendances entre les équipes vont manquer de fluidité, d'échange, de confiance. Ce qui se passe aussi très vite, c'est que les collaborateurs peuvent se sentir isolés. Ne pas être dans le groupe au quotidien, ne pas entretenir ces relations, ces échanges interpersonnels au-delà du contenu purement professionnel, peut générer du désengagement à travers une perte de sens et donc une baisse de motivation. Et plus un collaborateur, une collaboratrice se sent isolé, sans savoir pourquoi il ou elle fait les choses ou pourquoi il ou elle se lève le matin, et plus vous favorisez les conditions propices qui peuvent mener à des départs, à des pertes de performance, mais aussi à des bore-out ou des burn-out. Enfin, si vous pensez pouvoir obtenir la même productivité sur le long terme en distanciel qu'en présentiel, eh bien les dernières études montrent que malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. En effet, vous pouvez très vite tomber dans les travers de communication non maîtrisée qui multiplient les risques de malentendus, d'emails trop longs, trop nombreux, qui potentiellement peuvent se contredire en plus, sans oublier la réunionnité aiguë, totalement improductive. Et c'est là que vous vous retrouvez avec des guerres de tranchées. Allié à cela, si vous oubliez de prendre en considération les différences culturelles, les différences de pratiques de travail, de communication, et là, vous pouvez vous retrouver avec des situations très compliquées à gérer. Ne nous l'aurons pas. Est-il vraiment nécessaire de rappeler que nous n'avons pas tous le même rapport au travail en France? Encore moins si on se compare à des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Espagnols ou encore des Pays-Bas, qui sont pourtant nos voisins les plus proches. Je vous partage quelques anecdotes que j'ai pu moi-même observer à travers mes collaborations avec différents pays. Les Allemands, eux, vont aimer formaliser, dérisquer, anticiper. Ils vont surtout aimer les meetings qui démarrent et qui terminent à l'heure. Et croyez-moi, les 5-10 minutes de retard très françaises sont bien moins bien vues en Allemagne qu'en Italie, par exemple, où ça passe sans trop de difficultés. Les Néerlandais, eux, sont très directs et ils ont une communication qui peut parfois être semblée agressive pour et surtout heurter les latins que nous sommes. En partie parce que si ça ne leur plaît pas, s'ils ne sont pas d'accord ou s'ils ne comprennent pas la stratégie, ils vont le dire très clairement, sans tourner autour du pot. Petite manie que nous pouvons avoir, nous Français, comme mauvaise habitude. Alors je sais, certains diront que l'on n'est pas là pour être des babysitters, qu'on est là pour travailler, pour être des professionnels, que tout cela c'est du temps perdu. Eh bien si, croyez-moi,
C'est des choses que j'ai entendues plus d'une fois, mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Ce que vous oubliez, si vous avez ce genre d'approche, c'est que ce qui crée de la valeur dans votre entreprise, ce sont les êtres humains qui la composent. Leur capacité à dénouer des problèmes, à mettre de l'huile dans les rouages, justement, à innover, à traverser les moments difficiles, à collaborer ensemble. Ça ira 10 fois plus vite ou 10 fois plus lentement. Alors non, c'est pas du temps perdu que d'investir dans la création de liens dans vos entreprises. Dans cette deuxième partie, je vais vous partager 10 outils que j'ai pu tester et qui me semblent intéressants à partager et à relayer. Le premier, c'est parlez-en avec vos équipes. Honnêtement, c'est mon premier conseil. Libérez la parole sur ce sujet pour dédramatiser les bourdes et les faux pas qui ne manqueront pas d'arriver. De plus, vos équipes pourraient vous proposer des solutions d'elles-mêmes bien plus efficaces et bien plus intéressantes. Donc, oui, il y aura des bourdes, il y aura des faux pas. Dédramatiser et apporter une touche d'humour, ça permettra de simplifier les échanges. Deuxième conseil, dans la même lignée, c'est l'écoute. Prenez le temps de rencontrer et d'écouter vos équipes, vos N-1 régulièrement. Non pas pour relever les compteurs de leur avancement, mais d'échanger sur l'ambiance générale dans les équipes, sur la vision, l'alignement avec la mission que l'on a tous, les difficultés aussi rencontrées, ou au contraire, les satisfactions, les fiertés récentes et les solutions apportées au dernier problème. Se sentir entendu et soutenu est primordial et d'autant plus important, impactant, lorsqu'on est à distance et que l'on ne se voit pas tous les jours. En se sentant écouté, entendu, vos équipes s'autoriseront d'autant plus à le faire avec leurs propres équipes. Et lorsque je vous dis des temps d'écoute réguliers, c'est pas une fois tous les 3 mois. Mieux vaut des temps courts, 20-30 minutes, ou juste parfois le temps d'un café, mais fréquents. Personnellement, je voyais mes N-1 toutes les semaines. Entre 30 minutes et 1 heure, ça dépendait des sujets, des scopes ou de l'actualité. Au pire, toutes les 2 semaines, mais on se croisait et on parlait boulot, et pas que, toutes les semaines. Mon troisième conseil, c'est de penser à créer régulièrement des moments d'échange pour faire connaissance vraiment de vos équipes et des personnes avec lesquelles vous collaborez. Que ce soit vos équipes ou celles d'autres départements d'ailleurs, d'autres expertises qui travaillent avec vous ou vos équipes. Rien de tel qu'un café virtuel, qu'un échange ouvert pour savoir à qui vous avez affaire. Par exemple, vous pouvez réserver un créneau dans la semaine ouvert à tous et où chacun sait qu'ils peuvent vous rejoindre sur cette visio, sur ce créneau. Créer un café entre tous les membres d'une équipe qui ne se connaissent pas ou encore à travers des tête-à-tête. Mon quatrième conseil va aller dans cette lignée de rencontres régulières. C'est de créer des rituels de rencontres physiques régulières, tous les trimestres, tous les semestres. Je sais, cela représente un coût, un investissement en temps et en argent. Mais ces moments-là sont indispensables. Et ils ne doivent pas être juste des moments de redescendre d'informations. Certes, repartager la mission et son avancement est important et c'est une très bonne occasion de le faire, mais ces moments-là doivent aussi être des moments de célébration sur les avancées. Créer un espace pour les moments informels, des moments d'échange, juste de discussion, pour remplacer ces moments de machine à café qui manquent justement si cruellement dans le distanciel. Laissez vos équipes bosser les unes avec les autres physiquement en créant cet espace de travail et juste game changer. Croyez-moi, ce sera ni du temps perdu, ni de l'argent gâché. Parce qu'en permettant, en créant ces espaces-là, vous allez fluidifier bien plus le travail des mois à venir que vous ne le pensez. Mon cinquième outil, mon cinquième conseil, va revenir à célébrer les réussites, aussi petites soient-elles, et aussi souvent que possible. Nous avons tendance, tous, à nous focaliser sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas été fait sur la to-do, en oubliant d'observer l'avancement réalisé. Or, pour maintenir cette motivation, se voir avancer est primordial. Voir que nous avançons en équipe vers cet objectif commun est absolument capital. Je vous donne un exemple concret de mise en pratique. Chaque fin de semaine, je demandais à mes équipes ce dont elles étaient le plus fières sur la semaine qui venait de se passer. Et je partageais les miennes aussi, mes fiertés avec eux. Ne sous-estimez pas la puissance de ces célébrations. Même les plus petites
avancées méritent d'être célébrées et ça fait toute la différence. Mon sixième conseil est un autre point à prendre en considération. Plus vous êtes nombreux dans une équipe, dans un département ou dans une entreprise, et plus il y a besoin de visibilité globale sur ce que les uns et les autres font. Où est-ce qu'on en est par rapport à la mission, à l'objectif final? Ça, c'est une question qui est posée et qui se pose tous les jours. Savoir où on en est, où chacun en est, où chaque équipe en est, les uns par rapport aux autres, est extrêmement important. L'être humain a besoin de savoir se situer, savoir les autres équipes, si elles sont en retard, si nous sommes en retard, si nous les ralentissons, s'il y a des dépendances et chacun a surtout besoin de se voir contribuer. Alors, vous pouvez utiliser, différents outils, hein. Il y a de très, très bons outils comme Trello, Jira ou encore Notion, mais n'oubliez pas, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Donc, ne vous focalisez pas forcément sur l'outil, mais plutôt sur le contenu de l'information. Je vous partage un mode de fonctionnement que j'ai pratiqué, pendant des années. Alors, n'oubliez pas que je suis issue du digital et d'un monde très tech. Donc c'est à prendre en considération. À l'époque, je co-dirigeais avec un directeur technique une quinzaine d'équipes d'une dizaine de personnes et toutes fonctionnaient sur un rythme de sprint de 2 semaines où un livrable devait voir le jour au bout de 2 semaines. Aussi petit soit-il, à chaque fin de quinzaine, des choses devaient être livrées en production, sur un site web, sur une app, peu importe. Et donc, les équipes découpaient leurs objectifs trimestriels en petits lots de 15 jours, de ce qui était réalisable en 15 jours. Et ce découpage était fait en début de trimestre par toutes les équipes et chaque équipe sur son scope. Et ensuite, ces équipes se réunissaient chaque jour au lancement de la journée, 10 minutes, virtuellement, café en main la plupart du temps, pour partager leur avancement, leurs difficultés individuelles ou si elles avaient besoin d'aide. Honnêtement, qu'est-ce que 10 minutes dans une journée? À tour de rôle, dans ces 10 minutes, chacun exposait ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait prévu de faire dans la journée, s'il avait réussi à avancer comme prévu par rapport à la veille. Alors certes, c'est valable sur des équipes de 10, hein, bien évidemment, c'est plus compliqué lorsqu'on est 150 ou 140. Mais chaque patron d'équipe ensuite ou chaque patronne d'équipe avait la responsabilité de repartager cet avancement en faisant filtre, bien évidemment pour avoir le bon niveau d'information, de ce qui pouvait intéresser d'autres équipes autour d'elle, avec lesquelles elle collaborait ou elles avaient potentiellement des dépendances. Et ça, le fait de provoquer ces échanges permettait aussi d'être très honnête sur: «Telle équipe est en retard, est-ce que je peux vous aider?» Nous, on va pas pouvoir livrer en temps et en heure. Comment est-ce qu'on fait ensemble pour, compenser ce retard? Est-ce qu'il y a possibilité de compenser ce retard? Et ça ouvre des débats, des discussions proactives, productives et non pas de guerre de tranchées ou de blocage. Ça m'amène à mon septième conseil qui est: faites en sorte que chaque équipe soit la plus autonome possible au niveau de votre organisation. Que chaque équipe soit le plus au clair possible sur son rôle, ses responsabilités, quitte à revoir un peu le découpage de votre organisation régulièrement, mais il est indispensable qu'elle ait le plus d'autonomie possible, car plus il y a de dépendance et plus c'est compliqué à gérer, surtout à distance. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver dans une situation où tout le monde se retournera vers vous très régulièrement pour arbitrer, pour avoir votre validation. Ou le sujet se retrouvera entre deux portes, pas vu, pas pris, personne ne le prendra en charge. Donc les scopes de vos équipes sont vraiment à réfléchir et à travailler. Invitez des membres de vos équipes à prendre ces rôles qui peuvent être tournants et pas forcément uniquement liés à la hiérarchie, mais tournants en fonction des aspirations des uns et des autres. Mais avoir un responsable sur chaque sujet est capital. On va passer sur le conseil 8 qui est sur des choses un peu plus pragmatiques, les meetings et la communication. Honnêtement, on a cette fâcheuse tendance qui se développe encore plus avec le distanciel de créer des meetings pour créer des meetings, pour être sûr d'avoir le bon niveau d'information, pour avoir bien diffusé l'information à tout le monde et surtout ne pas froisser la susceptibilité ou l'ego des uns et des autres. C'est juste contre-productif et chronophage. Contre-productif parce que vous passez énormément de temps à répéter plusieurs fois la même chose plutôt que d'analyser, de processer et de prendre le temps d'avancer. Et chronophage parce que ça vient prendre toute la bande passante dans votre agenda
pour répéter la même chose. Alors moi, j'avais une règle qui était assez simple, c'était les meetings qui n'ont pas d'ordre du jour n'ont pas de raison d'être. Si il n'y a pas d'ordre du jour, c'est que c'est un brainstorming, un travail d'échange et même dans ces situations-là, il y a un objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à réaliser? Ne laissez pas prendre de mauvaises habitudes et ne vous laissez pas prendre vous-même de mauvaises habitudes. Si une réunion n'a pas d'ordre du jour clair, c'est qu'il y a un travail en amont de préparation à faire et qu'il est totalement inutile de mobiliser plus d'une personne. Aucun intérêt de maintenir une réunion si les participants ne savent pas pourquoi ils viennent. Et puis, une réunion, c'est 30, 45 minutes max, pas plus. De toute façon, au bout de 30, 45 minutes, la concentration sera perdue et tout le monde sera en train de faire autre chose, traiter ses mails, répondre à sa messagerie instantanée ou autre. Et puis, une réunion, même virtuelle, c'est avec la caméra. Ça vous viendrait l'idée de venir au bureau avec une cagoule? Bah, pour moi, c'est pareil dans les réunions. Je blague, mais c'est très sérieux. L'écran coupe énormément du langage non verbal. Et si en plus vous ne pouvez pas voir vos interlocuteurs, c'est un enfer pour votre cerveau qui est en panique et qui essaye de surinterpréter le moindre mot, le moindre souffle, le moindre silence. Et si on voit un partenaire, un enfant ou un chat passer, eh bien c'est pas bien grave. Bien le bonjour à lui. Les meetings aussi, ce n'est pas notre vocation dans notre vie. Alors un dernier conseil, accordez-vous des plages sans réunion. J'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci, à me faire entendre par ma direction. Elle était très sceptique, mes équipes aussi d'ailleurs. Et pourtant, avec le recul, toutes m'ont remercié. Créez des espaces pour vos équipes sur du temps de réflexion. Je l'ai instauré au début très timidement parce que moi-même j'en ressentais le besoin. Être dans un enchaînement perpétuel de réunions sans avoir le temps de réfléchir, d'analyser les informations ou de faire ce qu'il me semblait nécessaire de faire, était juste épuisant pour mon cerveau. Alors je vous invite vraiment à vous bloquer une demi-journée ou 2 demi-journées, si c'est possible dans la semaine, et de faire en sorte qu'aucune réunion ne puisse être planifiée dessus. Plus cette habitude sera instaurée dans l'entreprise et plus elle sera naturelle, normale pour tout le monde. Croyez-moi, c'est du temps d'organisation, de structuration, et plus je m'autorise à le faire ou à dire non, désolé, je ne suis pas disponible, j'ai besoin de temps pour travailler, et plus mes équipes aussi se l'autorisaient. Avant-dernier conseil, un point que l'on ne formalise jamais assez, en tout cas, ce sont les canaux de communication. Je m'explique. Avez-vous déjà cherché à retrouver une information dans un channel Slack, Teams ou autre messagerie instantanée? Combien de temps y passez-vous chaque jour? Les messageries instantanées sont là pour de l'échange instantané, pas pour consolider une information en fin de journée ou faire un point d'avancement ou un brief. Là encore, il y a plein d'outils géniaux qui existent et les plus simples restent toujours les plus efficaces. Mais combien de fois avez-vous participé ou assisté à des conversations dans des messageries instantanées où les interlocuteurs ne se comprenaient pas? Nous avons tous oublié, mais le téléphone, ça existe toujours et ça fonctionne plutôt très bien. Le dernier point, ça va être un peu dans cette lignée-là, d'être à l'écoute des us et des coutumes de chaque pays. On sait qu'on ne fonctionne pas de la même manière. On ne commence pas aux mêmes horaires, on ne finit pas aux mêmes horaires, on ne déjeune pas aux mêmes horaires. Je vous donne un exemple vécu avec mes équipes allemandes. Des personnes avec qui j'ai collaboré pendant des années, en tout cas en Allemagne, commençaient beaucoup plus tôt que nous Français. Et non, effectivement, à partir de 16 heures, il n'y avait plus de réunion possible de leur côté. Caler une réunion systématiquement à un Français à 13 heures, et il y a de fortes chances qu'il ronchonne, parce que nous, le déjeuner est ritualisé. Pour le midi, on sait très bien qu'on ne déjeune pas aux mêmes horaires que les Allemands ou que les Espagnols. Pareil, si vous avez collaboré avec des équipes réparties sur différents pays au-delà de l'Europe, mon conseil serait vraiment d'instaurer des créneaux clairs où vous pouvez organiser des réunions versus ces créneaux où en fait c'est plus délicat, voire pas possible du tout. Et bizarrement, à partir du moment où c'est connu, partagé par tous, vous verrez que les solutions se trouveront d'elles-mêmes. Et surtout, il y aura beaucoup moins de réunions inutiles et de frustration dans vos équipes parce qu'elles ne se sentiront pas respectées ou écoutées. Ce qui est à retenir ici, c'est que non, réfléchir à tous ces éléments, prendre du temps pour créer du lien avec vos équipes, pour connaître vos équipes,
qu'elle soit basée en France ou à l'étranger, pour apprendre à connaître les rythmes des uns et des autres, non, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps bien investi, qui fluidifieront les échanges par mille ensuite. C'est du temps et de l'énergie à donner du sens, à rendre vos équipes plus alignées, plus autonomes, plus performantes. En tant que leader, vous avez un rôle d'exemple aussi à donner, mais surtout de déléguer aussi. Et ça, je vais insister là-dessus. Vous n'êtes pas seul à pouvoir organiser tout cela. Appuyez sur vos équipes. Vous pourriez être surpris de ce qu'ils pourraient vous proposer. Je vous invite vraiment à arriver en réunion régulièrement avec une problématique et de l'exposer à vos équipes et de leur demander de vous aider à la résoudre. Comment est-ce qu'on peut faire? Vous pourriez être sacrément surprise. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de resynthétiser les 10 outils que je viens de vous exposer. Je vous ai préparé un e-book que vous trouverez en commentaire. Vous pourrez accéder au lien et ainsi le télécharger qui récapitulera tous ces éléments. Bien évidemment, il y aurait encore beaucoup à dire, beaucoup d'idées à tester. Alors partagez-les moi en commentaire ou sur Instagram by-reset-your mind. Je serai ravie de les relayer et de continuer à m'enrichir grâce à vos retours d'expérience. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode cette fois dédié à sa marque personnelle. En attendant, be you, be bold. Si vous souhaitez tester le coaching ou que je vous accompagne, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram. Le bootcamp Be You Be Bold est fini pour cette année. Le prochain lancement aura lieu en 2025. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente à contact@resetyourmind.fr. Psst, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter ou le commenter? Vos avis et votre soutien sont extrêmement importants et puissants. Vous m'aidez ainsi à le faire connaître au plus grand nombre.